J'imagine que beaucoup d'entre vous prennent l'avion, comme chacun d'entre nous, et donc vous avez une idée de ce que peut être un aéroport. La plupart des gens pensent qu'un aéroport, ça marche tout seul, et que c'est juste des bâtiments, et puis des gens comme ça, et puis des compagnies d'aviation. Alors un aéroport, ça ne marche pas tout seul, c'est une entreprise, une assez grosse entreprise, un groupe de 10 000 personnes en France qui est coté en bourse. Mais surtout, devant vous, je voudrais m'interroger sur quelle est la nature de l'aéroport par rapport à cette question du contrat social, cette question de l'économie positive, et au fond, qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans. Voilà. Alors, ce n'est pas juste un endroit où on passe pour prendre l'avion, où on sort de l'avion, c'est quelque chose d'un peu différent si on veut bien le regarder du point de vue économique, sociologique, même politique. On peut dire que c'est un objet politique. Alors d'abord, aujourd'hui, un grand aéroport dans le monde, c'est un acteur de la mondialisation. Il y a même un grand professeur qui s'appelle le professeur Cassarda, un universitaire américain, qui a construit tout un concept là-dessus et qui explique que les aéroports, c'est la traduction physique de l'Internet, traduction physique du e-commerce et de la mobilité. Parce que vous savez, nos contemporains, comme chacun d'entre vous, nous sommes pris dans une frénésie de mobilité, une frénésie de mouvement. Ça bouge, ça voyage. Donc, acteur de la mondialisation, acteur du commerce international, acteur du e-commerce. Alors, le e-commerce, c'est une bénédiction pour le business aéroportuaire, parce que ça apporte évidemment du fret aérien. Dès qu'on achète sur le e-commerce, on achète en un clic, ça prend 30 secondes ou 2 minutes. Il est hors de question d'attendre 3 mois pour avoir l'objet qu'on a acheté. Donc il le faut 3 jours après. 3 jours après, ça veut dire l'avion. C'est aussi un acteur de la mondialisation au sens de la mobilité, puisque, comme je l'ai dit, tout le monde bouge. Tout le monde bouge, ça veut dire que dans les 20 ans qui viennent, les spécialistes prévoient que le transport aérien d'aujourd'hui, la masse, sera multipliée par 2. Donc plus 100% en 20 ans, avec l'arrivée notamment des Chinois, des nouveaux pays, des nouveaux voyageurs, les Chinois, les Indiens et quelques autres. Et puis aussi, c'est un acteur de la mondialisation au point de vue du tourisme. C'est une évidence, mais le tourisme est une activité qui marche très fort au niveau mondial. Et avec le transport plus tourisme, c'est la première activité économique licite, ça veut dire qu'on met de côté le trafic de drogue, c'est la première activité licite du monde. Voilà, première activité économique du monde. Tourisme plus transport. Donc nous, on est dans ce business-là. La deuxième observation qu'on peut faire, c'est sur la nature de l'aéroport, c'est que c'est un acteur du développement régional et national, évidemment. C'est un générateur de prospérité dans tous les pays du monde. Là où il y a l'aéroport, autour de l'aéroport, il y a des activités économiques et il y a de la prospérité. Même en France, où pourtant la croissance, comme vous le savez tous, ne va pas très bien, nous avons régulièrement un trafic qui est le double de la croissance de la production intérieure brute française. Alors vous me direz, quand la croissance de la production intérieure brute française est de 0, le double, ça ne fait pas beaucoup. Alors voilà, quand c'est 0, ce n'est pas valable, ça fait au minimum 2 à 3% par an. Donc c'est un objet qu'on pourrait qualifier de structurant pour le territoire d'accueil. C'est un objet qui est structurant pour les transports terrestres, donc ça devient un véritable objet politique. C'est d'ailleurs géré par des politiques dans la plupart des pays du monde, soit par les États, contrairement à une idée répandue, les aéroports privés, nous sommes une société privée cotée en bourse. Mais les aéroports gérés par du privé sont extrêmement rares. Et surtout pas aux États-Unis. Une idée commune voudrait que ce qui est américain soit privé, etc. C'est faux, bien entendu. Ce sont des services municipaux qui appartiennent souvent à la commune, à la grande ville, éventuellement aussi à des comtés qui sont autour de la ville. Voilà, c'est un objet qui appartient aux politiciens, au pluriel. Qu'il s'agisse de politiciens nationaux, dans les petits ou moyens pays, ou les pays les plus traditionnels, ou de politiciens locaux. Et enfin, c'est un objet à emploi, c'est une plateforme d'emploi. Chez nous, à Roissy, par exemple, Roissy-Charles de Gaulle, qui est notre plus grand aéroport, on en a d'autres évidemment, notamment une vingtaine dans le monde que nous gérons, c'est 87 000 emplois directs. Donc c'est aussi un objet social. Social et donc aussi économique. Le deuxième
série de regards qu'on peut avoir dessus pour savoir si c'est un objet de contrat social, si on peut rentrer dans une dynamique de responsabilité et dans une économie positive, c'est de dire que c'est une interface, évidemment. C'est une interface entre, je l'ai dit, le premier secteur économique du monde, et puis des territoires au sol. Quelquefois, d'ailleurs, du point de vue environnemental, on s'interroge pour savoir si cette interface n'est pas douloureuse. Elle l'est, dans certains pays, dans le nôtre en particulier, bien entendu, dans les pays développés d'Europe de l'Ouest aussi. Pourquoi ça ne va pas? Parce que quand vous avez une très grosse industrie qui est interfacée sur des pistes qui font 3600 mètres de long, il est bien évident que ça frotte. Ça produit du frottement, ça produit même de la chaleur et de l'excitation chez un certain nombre de gens. Un très gros secteur économique qui se pose finalement sur des zones qui sont des toutes petites zones. Une piste, ce n'est pas très grand. C'est une interface entre le local et le mondial. C'est une interface entre l'économie et le social à travers de l'emploi. C'est une interface aussi entre la prospérité du secteur, tout confondu, vu du point de vue macroéconomique, et puis la relative pauvreté d'un certain nombre de territoires dans lesquels les aéroports sont généralement implantés. Dans tous les pays du monde, ce qu'il y a autour de l'aéroport, les territoires, c'est souvent des territoires assez pauvres, dans une certaine précarité sociale. Il est rare de voir que l'aéroport est implanté dans un territoire prospère, même s'il est lui-même générateur de prospérité. Donc là encore, un aspect d'interface. Donc qu'est-ce qu'on peut dire après ce bref regard, qui n'est pas rétrospectif, qui est même positif et prospectif? On peut se poser la question de savoir quelle est la place de cet objet multiple dans l'économie positive. Et c'est là qu'on rentre dans l'expérience que nous avons menée, nous, sur laquelle je ne suis pas venu pour faire de la pub, simplement pour essayer de faire avec vous une petite analyse de ce qui est réalisé. Nous avons fait le choix, pour différentes raisons qu'on va tenter d'expliquer, d'expliciter, on a fait le choix des territoires, le choix de la solidarité avec les territoires autour. Alors, d'une part, on était un peu obligés, c'est le cas de nos grands confrères à Londres, à Amsterdam, à Francfort, dans tous les pays où il y a une opinion publique sensible aux problèmes environnementaux. C'est un peu obligé parce qu'il y a ce qu'on appelle l'acceptabilité. On ne peut développer ce genre d'activité que dans les pays qui sont les nôtres. Évidemment, dans d'autres pays, ça ne pose pas les mêmes problèmes, pour des raisons d'état démocratique de la société, de sensibilité à l'environnement. On ne peut développer les activités que si on est relativement accepté par les territoires et surtout par ses habitants et ses représentants. Donc on est devenu solidaire à la suite d'un choix stratégique de politique il y a une dizaine d'années. Et ce caractère solidaire a remplacé, pour faire un jeu de mots, un caractère solitaire que nous étions avant, c'est-à-dire au fond un îlot de prospérité dans une mer autour de nous, dans un environnement, dans un contexte d'hostilité et de paupérisation, il faut bien le dire. Donc on a fait le choix d'être solidaire d'un certain nombre de nos territoires et de nos riverains, avec des programmes qui sont des programmes dont Mme Notat a pu parler, qui sont des programmes de type coopération économique et sociale, de type responsabilité sociale, sociétale. On a travaillé avec et en direction des entreprises, en créant des pépinières, en créant des rencontres avec les grands acheteurs. Parce qu'une des difficultés de la riverainteté, du voisinage d'un aéroport, c'est que le tissu des PME qui est autour a le plus grand mal à pénétrer le réseau des acheteurs qui sont à l'intérieur du truc. Le réseau des acheteurs, lui, ce qui les intéresse, c'est d'acheter le moins cher possible, bien entendu. Et les entreprises, les PME autour, ont du mal, PME, PMI, ont du mal à pénétrer. Nous les aidons à rencontrer et à générer du chiffre d'affaires. On est à peu près à 50% de chiffre d'affaires avec les PME autour. Parce qu'il y a quand même des tas de produits qu'on peut acheter localement, Dieu merci. Par exemple, on avait mené avec Air France, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'Air France dans la salle, avec Servair, c'est la filiale d'Air France qui fait du plateau repas, bon, des millions de plateaux repas. Ben, sur chaque plateau repas, il y a une feuille de salade ou deux, voilà. Donc les feuilles de salade, si vous en achetez quelques millions par semaine, c'est pas plus idiot de les acheter aux agriculteurs qui sont autour, plutôt que de les acheter en Hollande ou en Espagne. C'est comme ça qu'on fait fonctionner une solidarité avec le territoire. Et on a développé avec les entreprises ce qu'on a appelé une démarche de place, c'est-à-dire que nous parlons maintenant avec elles,
ensemble, avec les chambres de commerce et d'industrie, avec les comités d'expansion économique, avec même le MEDEF, nous parlons en termes de place aéroportuaire et pas simplement en termes de business aéroportuaire. C'était nécessaire et je crois que c'est plutôt une bonne chose. On a travaillé sur l'accès à l'emploi, bien sûr. On forme... l'accès à l'emploi, c'est assez dramatique. Il faut comprendre que nous avons 87 000 emplois sur notre plateforme de Roissy-Charles de Gaulle, par exemple. Orly, c'est moins, mais ça, le même raisonnement s'applique. Et avec ces 87 000 emplois, on n'en a qu'un petit peu moins de 50% qui sont des emplois qui viennent de 20 ou 30 km autour. Donc vous avez des tas de gens qui ont des nuisances aéroportuaires, mais qui n'ont pas les emplois, pour des questions d'adéquation, bien entendu, entre l'offre et la demande. Adéquation qualitative, voilà, ça ne marche pas toujours, parce qu'il n'y a pas les bonnes formations là où nous aimerions aller recruter. Donc nous formons avec nos systèmes 2000 riverains, 2000 jeunes par an, avec des formations préqualifiantes, qualifiantes, enfin tout ça est assez lourd, mais on a des gens qui s'en occupent, à ce qu'on appelle les métiers aéroportuaires. Ah ben oui, il y a des métiers aéroportuaires, dont je signale d'ailleurs que la répartition entre CDI indéterminé et CDD durée déterminée, cette répartition n'est pas inintéressante. Je lisais récemment, comme vous tous, qu'en France, actuellement, les recrutements se font à hauteur de, je crois que c'est 80% en contrat à durée déterminée. Sur le territoire de nos aéroports, nous sommes à plus de 95% à durée indéterminée. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai besoin d'emploi, et quand les employeurs ont trouvé quelqu'un, ils sont bien contents de garder la personne si elle est à peu près convenable, et même si elle l'est franchement. Voilà, donc on a lancé aussi des cours d'anglais pour les jeunes des banlieues, etc. C'est pas facile, mais dans nos métiers, voilà, il faut parler 500 mots d'anglais, sinon ça ne fonctionne pas. On travaille aussi sur l'accès physique aux plateformes aéroportuaires, lorsque les jeunes, ou d'autres un peu moins jeunes, mais c'est vrai qu'on pense aux jeunes quand on dit ça, quand ils trouvent un job qui commence à 2h du matin chez FedEx, par exemple, il n'y a pas de transport, voilà, il n'y a pas de transport public. Donc nous prêtons des voitures, voilà, et on aide comme ça 2000 personnes par an, là aussi, ayant trouvé un job, on ne s'occupe pas de ça. S'ils ont trouvé un job et qu'ils n'ont pas le moyen de transport, on leur prête gratuitement, quasi gratuitement, pendant 6 mois, le moyen de transport. On a fait du social avec des logements, des résidences de jeunes travailleurs, des crèches, etc. Bref, on a fait flèche, je crois, de tout bois. Pour constater quoi? Pour constater que le business aéroportuaire avait sa place, avait son utilité, avait son apport sur l'économie positive. Et qu'à travers cette coopération, cette participation, ce travail en commun avec les territoires, on s'inscrivait dans la nouvelle économie. Et dans sans doute ce que la nouvelle économie peut avoir de meilleur, c'est-à-dire une économie un peu solidaire, partagée, coopérative. La nouvelle économie, ça tombe bien, ça ressemble au fond à ce qui se passe dans nos aéroports. La nouvelle économie est un voyage. Et on pourrait dire aussi que, comme nous sommes tous pris par une frénésie de mouvement, le monde, et là il faut que je prenne mes lunettes parce que j'ai une citation de Chateaubriand qui est quand même pas mal, le monde est un hôtel. Alors Chateaubriand disait dans Le génie du christianisme, le monde est une multitude de voyageurs dans cette immense hôtellerie où tout est sans cesse en mouvement. Franchement, ça ressemble à ce que nous vivons au niveau de la planète. Donc on peut considérer que l'aéroport, sa place dans l'économie positive, c'est d'être un responsable qui met au point des solidarités dans un monde qui est un monde de mouvement, voire d'agitation. L'aéroport, en effet, lieu moderne, lieu de rencontre, de transit des objets nomades et des nomades que nous sommes, nous, de plus en plus. Lieu, pour reprendre la parole de Stiglitz, qui n'est sans doute pas là, mais qui est un des grands parrains de cette manifestation, lieu de fertilisation culturelle de l'économique et du social complètement contemporain, lieu de management environnemental aussi, bien sûr. Bref, un certain nombre de rôles qui font que la machine aéroportuaire est beaucoup plus que ce qu'on croit quand on est simplement un passager. On peut donc conclure très provisoirement, sans vous avoir encore entendu, si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition, que désormais, la construction, la conception d'aéroports, ça fait aussi partie de notre boulot, puisqu'on exporte ce savoir-faire à l'international, ne devrait plus se faire simplement en prenant une planche à dessin, même informatisée, et en construisant un bâtiment. Voilà.
la construction d'un aéroport de demain, et on essaye peu à peu de faire passer ce message et cette prestation auprès de nos clients, c'est la construction, la mise au point, la conception d'un objet qui est un objet politique, économique et social, et pas simplement un objet de transit ou de passage. Et pourquoi ? Parce que c'est une interface contemporaine, et que cette interface, il faut la nourrir, la faire vivre, la faire partager dans la solidarité. Donc oui, je pense que les aéroports, à partir de notre expérience bien sûr, on n'est pas les seuls, mais on est assez en avance en France là-dessus, c'est un objet de l'économie positive, c'est un acteur de l'économie positive, et au niveau mondial, il y a une place et un rôle à jouer. Voilà, si vous avez des questions.